êtes préparé? Mais je vous dis que ça risque rien. C'est Dieu qui pilote le tout. C'est dingue ça. Allez. Tire, c'était un peu raide pour un débutant, non? Et soi-disant que c'est Dieu qui pilote. Bon, c'est vous qui voyez? Et salut à tous, la bonne année à vous, et on se retrouve pour un nouvel épisode de campagne de Warhammer Made by Amateur. Alors on commence une nouvelle année, donc on va commencer une nouvelle campagne avec ma communauté de joueurs. 6 joueurs qui vont s'affronter sur le vote que vous avez fait et qui vont donc se battre dans les terres arides. Alors, la campagne que je vous propose est une campagne qui ne sera pas faite en un mois, là, mais en bien plus longtemps. Hein. Je reprends le boulot dans 2 semaines, donc ça sera très compliqué pour moi de vous faire 2 vidéos par semaine. Donc, j'ai changé un petit peu quelques petites règles pour cette future campagne, par rapport aux critiques en fait, que vous m'avez données, hein, tout simplement, que j'ai trouvé tout à fait pertinentes pour certaines. Alors, la campagne se déroulant dans les terres arides. Les terres arides, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc une région qui n'appartient pas vraiment à un peuple en particulier. Hein. Elle se trouve entre les principautés frontalières et le Vieux Monde, et les domaines des Rois des Tombes, hein, au sud de la terre de Warhammer. Alors, elle est surtout fréquentée par des peaux vertes, hein, énormément d'orques sauvages. Et elle est revendiquée également à certains endroits par des citadelles naines comme Barakvar. Alors, la campagne dans les terres arides, elle va tourner en fait sur l'objectif de retrouver les artefacts du grand nécromancien de Nagash, qui sont un petit peu éparpillés partout, qu'il a perdu durant plusieurs de ses batailles et plusieurs de ses réincarnations même. Donc ça va être l'objectif dans la campagne. Les règles. Alors les règles pour cette campagne dans les terres arides, les compositions d'armées, la distribution sur la carte n'ont pas changé par rapport à la campagne que vous avez déjà vue. C'est toujours 2000 points de troupes avec lesquels vos seigneurs partent, hein, et à peu près 500 points de héros, et toujours 2 commandants d'armée. Voilà. Pareil pour la distribution des cartes, hein, vous démarrez à un hexagone bien spécifique. Vous disposez toujours de 2 armées distinctes, commandées par un seigneur chacune, et votre armée de garnison qui, elle, ne peut être commandée que par un héros. Ça ne change pas. Pour ce qui est des règles de la campagne en elle-même, eh bien c'est toujours une campagne en 4 saisons avec un tour de jeu par saison, sauf l'été où il y en a 2. Et c'est pour les points de déplacement et les points d'avancée que j'ai changé un petit peu. Les points de déplacement, j'ai toujours laissé le 1d6 plus 1 par armée par tour. Voilà, donc votre armée peut avancer de 2 points de déplacement ou alors de 7 au maximum. Les déplacements et les orientations, ça n'a pas changé, ça reste toujours les mêmes. Par contre, à chaque fois que vous avancez avec votre armée, que ce soit de 2 ou de 7, eh bien vous colonisez les hexagones que vous traversez. Voilà, c'est pour un petit peu apporter plus d'importance à l'avancée des armées. De plus, les points d'avancée en eux-mêmes, le développement de votre territoire, c'est plus de D6, c'est carrément 10 points par armée et par tour. Donc à chaque saison, il y aura 20 points d'avancée, 20 hexagones de développement par armée. Ça va être beaucoup plus important et donc nous forcer à bien plus nous battre pour les conserver. Donc c'est toujours 1 point d'avancée nécessaire pour coloniser un hexagone qui est adjacent à son territoire. Il n'y a que les armées qui peuvent, on va dire, complètement percer et avancer très très loin dans le territoire. C'est toujours pareil en cas de croisement d'armées adverses, hein. Si on tombe sur un territoire qui est déjà présent dans une armée, dans un autre empire, c'est une bataille contre la garnison adverse, bien sûr. Si c'est contre une armée en elle-même, vous affrontez l'armée simplement. Hein. Et si c'est contre une citadelle, et seulement une citadelle, pas une tour, donc c'est le petit château, hein, en dessin, là c'est une bataille de forteresse. Sinon, ça sera une bataille de ruine, parce qu'on va faire moins de batailles de siège pendant cette campagne. Les terres arides étant des terres dévastées, il y a quasiment plus de forteresses debout dans cette région. Si l'armée qui a perdu la bataille,
si vous perdez une bataille avec une armée, vous devez vous replier dans la tour la plus proche ou la citadelle la plus proche. Si vous ne disposez pas de tour, vous êtes obligé de retourner dans votre citadelle de base. Et si vous avez même perdu votre citadelle, parce que c'est possible, eh bien votre armée est perdue définitivement. De plus, comme d'habitude, le plus petit empire à chaque début de tour commencera, voilà, hein, et choisira ses événements. Alors j'ai mis beaucoup plus d'événements par contre pour cette partie, parce que ça sera plus simple que les 4 petits événements que j'avais décidés pour celle de l'Estalie. Les points de début de campagne, c'est toujours un hexagone une fleur en 7 hexagones, pardon, avec au centre la capitale de l'empire de votre armée. Les règles spéciales des saisons, je les ai changées à peine, hein. Le printemps aura toujours un bonus de jet de lancement de sorts de +1 pour la vie et la bête, et d'autres sorts quand je vous détaillerai quand ça sera le moment, comme d'autres domaines, je voulais dire. Et également, les jets de déplacement qui font 1 ou 2 peuvent être relancés, voilà, pour éviter de commencer votre armée, comme Henri, ce qui lui était arrivé, hein, commencer avec un déplacement pourri de votre armée. Pour ce qui est de l'été, les vents de magie se déchaînent, voilà, donc c'est la règle spéciale de l'été. À chaque phase de magie durant l'été, durant n'importe quelle bataille, le joueur lance 3d6 et il choisit 2 des dés. Voilà, il choisit le résultat. C'est voilà, pour bien montrer que les terres arides sont dévastées, sont dangereuses, la magie y est très virulente en été. Donc pendant l'été, les vents de magie auront 3d6 et vous choisirez le résultat à chaque fois. Ça peut être très intéressant pour certains peuples. De plus, il y aura toujours un lancement de +1 pour les sorts du feu et de la lumière, évidemment. Pour l'automne, eh ben, j'ai marqué les pluies diluviennes. Et ouais, on est dans une région désertique, quand ça pleut dans le désert, c'est dangereux. Autrement dit, les jets de déplacement d'armée et le jet de tous les déplacements d'armée est de 1d6 -1, ce qui fait que vous ne pouvez quasiment peut-être pas vous déplacer pendant l'automne à cause des pluies diluviennes. Ça peut être intéressant en termes de gameplay. Et il y a toujours un bonus de +1 au lancement de sorts du métal et des cieux. Et toujours en hiver à cause des grands vents et du blizzard, parce que c'est peut-être désertique, mais les intempéries sont toujours là. Avant chaque bataille, sur 1d6, 1, 2, 3 nous donne une visibilité de bataille réduite à 24 pas pour les tirs, les sorts et les charges. Enfin, les bonus de lancement de sorts du mort et de l'ombre de +1 pendant l'hiver sont toujours présents, bien sûr. Les règles topographiques, eh bien tout simple, hein, j'ai mis les plaines toujours neutres, j'ai mis les forêts qui ont simplement une double de valeur de déplacement si on les traverse, comme les montagnes. J'ai rendu les côtes infranchissables ce coup-là parce que ça n'a pas été très important pendant l'Estalie et que là ça le sera certainement encore moins avec les terres arides parce que comme vous voyez il n'y en a quasiment pas un dos. Donc on les a rendues totalement infranchissables et qui ne peuvent même pas être conquises. Voilà, les hexagones de mer ne peuvent pas être conquis. Également, tout au sud de la carte, comme vous le voyez, il y a un marais, le grand marais de la folie, hein, qui, on va dire, sépare les terres arides des terres des morts. Eh bien, le marais demande bien sûr une double de valeur de déplacement si on le traverse, évidemment, c'est nécessaire. Mais également, s'il y a une bataille sur un hexagone de marais, chaque unité des deux armées lance un D6, et si elle fait un 1, elle subit un D6 touche force 2 sans sauvegarde d'armure. Voilà, c'est pour montrer la dangerosité du marais. Les règles des décors spéciaux, eh bien, il y a toujours quelques petites tours de sorciers qui traînent, mais beaucoup moins que dans les Stali. Il y a des tours de défense qui traînent absolument partout. Comme vous voyez, c'est des petites tours isolées dans les terres arides. C'est des tours de défense qui sont soit debout, soit en ruine. On décidera au moment de la partie. Et une fois conquis, en fait, eh ben, elle peut être un lieu de rassemblement si votre armée est anéantie. Voilà. Et elles ont également un but spécifique durant la campagne. Et enfin, les citadelles. Celles qui ont donc deux tours collées les unes aux autres, on va dire les citadelles de départ des joueurs, mais aussi celles qui se trouvent au beau milieu du marais de la folie, eh bien, si elle est conquise, enfin si les citadelles sont conquises, chaque citadelle vous apporte 2 reliques du grand nécromancien, direct. Voilà, c'est radical, c'est direct. Le but de la campagne, donc comme je vous l'ai dit, c'est de retrouver les reliques, les artefacts du grand nécromancien. Donc comment on va faire ? À chaque fin de saison, le joueur doit fouiller dans son territoire pour y trouver les reliques. Chaque hexagone, par contre, ne peut être fouillé qu'une seule fois. Donc c'est simple, pour chaque hexagone conquis, vous lancez un D6, sur un 6 pour tous les hexagones qui sont en plaine, en forêt ou en montagne, vous trouvez une relique. Pour les hexagones de tour de défense et tour écroulé, sur un 4+, vous trouvez une relique, et pour les citadelles, vous trouvez automatiquement donc 2 reliques. À chaque début de saison,
Également, les éclaireurs auront également repéré un hexagone d'importance qui sera aléatoire. Il sera un peu marqué d'un point rouge au début de la saison, à chaque saison. Et ça sera un petit peu un objectif principal parce que s'il est conquis, il donne 4 reliques directes à celui qu'il contrôle. Et s'il n'est pas conquis à la fin de la saison, c'est pas grave, il restera présent jusqu'à ce qu'il soit pris. Donc ça sera des hexagones hyper importants qui vont apparaître à force de fouilles durant toute la saison. Donc il y aura 4 hexagones d'importance durant cette campagne qui vont apparaître au dernier moment. Voilà, ça va faire un petit peu on va dire des gros moments de stress si jamais ils sont à côté d'un hexagone d'un mec hyper puissant, ou alors un gros centre de bataille s'il se trouve entre 3 ou 4 empires. Avec des batailles à 3 ou 4 joueurs, ça pourrait être super sympa. Donc à la fin de la partie, à la fin de l'année, celui qui a le plus grand nombre d'artefacts, de reliques, gagne la campagne. Et si c'est une égalité, ça peut être possible, c'est au plus grand empire, bien sûr. Également, durant la campagne, je vais remettre en place, par contre, le principe des défaites ignominieuses et des victoires majeures. Alors, comme je vous expliquais, j'ai mis en place des défaites ignominieuses. Qu'est-ce que c'est que les défaites ignominieuses? Tout simplement, c'est que à chaque défaite totale, autrement dit, une défaite majeure. Pour moi, une défaite majeure, c'est perdre 2 fois contre le même adversaire. Si une de vos armées, un de vos généraux, a perdu 2 fois contre une armée, eh ben, il devra faire un jet sur les défaites ignominieuses. Il y aura un jet sur 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Si vous faites un 1, eh bien, votre armée aura peur de cet adversaire pour la prochaine saison. Si vous faites un 2, il y aura une de vos unités qui ne pourra plus combattre de la saison. Un 3, vous aurez une de vos unités qui sera réduite à effectif de moitié. Si vous faites un 4, il y aura une de vos unités qui sera stupide. Et si vous faites un 5, eh bien vous aurez un 5 ou un 6, vous aurez la haine de cet adversaire. Voilà, c'est un peu cheaté, mais je trouvais ça assez sympa. Voilà pour ce qui est des régiments, des victoires, on va dire des victoires majeures, des régiments de renom. Eh bien en fait, si vous faites une victoire majeure, c'est-à-dire là aussi si vous gagnez 2 fois contre le même adversaire, eh bien un de vos régiments aura un jet à faire sur les butins de guerre, voilà, sur ce que j'ai appelé les butins de guerre, qui sera simplement un 1, un 2 ou un 3. Voilà, c'est tout simple. Si vous jetez et vous faites un 1, eh bien vous aurez la haine de cet adversaire. Voilà, par contre c'est définitif, ça c'est assez sympa. Si vous faites un 2, eh bien un de vos régiments à votre choix pourra avoir un étendard magique gratuit allant de 1 des 6 fois 10 points. Voilà, c'est une petite règle que je trouvais super sympa. Et enfin, si vous faites un 3, il y aura carrément un fait d'armes accordé à votre régiment que vous désirez. Alors un fait d'armes, ça se lance sur 1 des 6, et ça rend. Alors chaque résultat apporte un bonus à votre régiment définitif. Alors le 1 c'est la charge dévastatrice, le 2 c'est perforant, le 3 c'est frappe toujours en premier, le 4 c'est immunisé psycho, le 5 c'est tenace et le 6 c'est la peur. Voilà, pour vous donner une idée. Donc ça c'est les nouveautés un petit peu que j'ai apportées pour la campagne. Enfin, pour terminer, les règles raciales des armées. Alors les règles raciales, c'est selon les armées qu'on a choisies. Et on a choisi les démons de cornes, les scaven, les hommes bêtes. Oui, il y en a un qui a choisi les hommes bêtes. Alors ça sera soit les hommes bêtes, soit l'empire. Ça sera décidé quand on va commencer la partie. Il y aura peut-être des tests avant qu'on le fasse, parce que là, le prochain épisode de la campagne ne sera pas avant un mois. Donc, hommes bêtes ou empire. Voilà, mais certainement hommes bêtes. Parce que vu que j'ai une nouvelle armée et que j'ai tout peint mon armée, il y en a un qui a voulu essayer. Il y aura bien sûr les rois des tombes, parce que c'est des sédentaires c'est des autochtones des terres arides. Il y aura bien sûr les nains, voilà, parce que vous me l'avez demandé, et que c'est l'une des seules citadelles de la carte où ils sont obligés de se poser à cet endroit-là. Et il y aura bien sûr des orques et gobelins avec une grosse liste orques, vraiment tournée orques, qui a là aussi une plusieurs même citadelles posées sur le territoire, pour vous donner un petit peu d'importance. Voilà donc les règles, les races qu'il y aura de prévues.
Les règles raciales, donc les démons, une fois par saison, une armée peut se téléporter n'importe où et ensuite bouger normalement. Et si elle fait un 4+, elle ignore tous les malus. Elle peut se téléporter par exemple au milieu du marais de la folie, s'il désire, quoi que ce soit. Il y aura une armée Skaven, donc il y a des règles raciales Skaven. Une fois par saison, une armée peut prendre les souterrains et se déplacer du double de sa valeur de déplacement. Par contre, elle ne peut pas coloniser. Ça, c'est un peu embêtant. De plus, si le joueur perd un hexagone, qu'il le perd par une bataille par exemple, et ben jette un D6. Et si c'est une plaine, une montagne, une forêt, une tour ou quoi que ce soit, et ben sur un 4+, il jette. Et sur un 4+, et ben il rapporte plus rien, parce qu'il le rase en fait, il rase l'hexagone, il le détruit complètement, même s'il y avait un hexagone possible pour avoir des reliques, ben qu'importe, vous ne pourrez plus rien avoir, l'hexagone, même si c'est une plaine, sera rasé. Donc si vous attaquez les Skaven, vous avez une chance sur 2 derrière de ne plus rien recevoir du tout. Donc ça va être hyper intéressant. Si c'est les hommes bêtes qui sont choisis, c'est à 90% sûr, il y aura la règle raciale de aucun malus pour les forêts, bien sûr, et de plus, une fois par armée et par saison, on peut choisir de se déplacer instantanément d'un hexagone de forêt à un autre, sur un 3+, et si vous faites un 6, eh ben, ça colonise gratuitement l'hexagone où elle apparaît, et elle peut se déplacer après normalement, donc en gros elle peut se téléporter, et après coloniser depuis l'arrière de votre position, d'une façon assez méchante. Il y aura bien sûr un joueur roi des tombes, donc le joueur roi des tombes reçoit un bonus de +1 pour chaque jet qu'il fait pour les hexagones de tour de défense, voilà, pour les reliques. Parce que c'est un roi des tombes, il connaît le grand nécromancien et il sait comment récupérer les artefacts de Nagash. Les nains ignorent tous les bonus des montagnes, bien entendu, et pour chaque hexagone conquis en fin de campagne, en fin de saison, pardon, n'importe quoi, en fin de saison, le joueur obtient 10 points bonus à son armée de campagne. Pour chaque hexagone qu'il contrôle. 10 points bonus pour chaque hexagone, vous vous rendez compte? Donc le nain, il va falloir vraiment empêcher que son empire soit gros. Pourquoi? Parce que en fait, il peut appeler des renforts à Karazak-Karak. En gros, je vous explique. C'est pas qu'il a 200 points de victoire, par exemple, dès qu'il a 20 hexagones, 200 points gratuits. Non, ça serait abusé. C'est juste qu'au lieu d'avoir 2000 points de troupes de base, eh ben, il pourra avoir 2200 points de troupes de base. En fait, il appelle des renforts et son choix, son éventail de choix sera démultiplié dès qu'il pourra faire grossir son empire. Donc vraiment, le nain à s'en méfier beaucoup. Pour finir, les orques et gobelins, eh bien, pour bien montrer le principe important là, de la thématique des orques et gobelins, la WAG, eh bien, pour chaque victoire, pas chaque victoire majeure, l'armée reçoit un bonus de 100 points définitifs pour les futures batailles. D'accord? Donc là, par contre, c'est bien pour les futures batailles et non pas pour son armée en elle-même. Par contre, pour chaque défaite, l'armée reçoit un malus de 50 points définitifs pour ses futures batailles. Voilà. Donc c'est à double tranchant. Hein. Le joueur orc et gobelin, s'il fait que perdre, eh ben, il peut s'en prendre plein la tronche. Hein. Il peut très vite descendre dans les points et avoir des batailles beaucoup moins, on va dire, correctes dans son collimateur. Donc voilà les règles raciales, voilà les règles du jeu. Je vais terminer en vous parlant des listes d'armées qu'on a préparées. Alors, on a préparé les listes d'armées avec les mêmes 6 joueurs que vous avez connus. Je vais donc vous dire qui est qui et un petit peu ce qu'on a préparé, ce qu'on a choisi pour cette campagne. Alors, l'armée de démons de Khorne sera commandée à la surprise générale par Lucie. Lucie, on lui a proposé plein de peuples. Hein. On lui a dit, ouais, mais t'aimes bien les hauts elfes, prends les elfes noirs, tu verras, c'est sympa pour la campagne. Et en roleplay total, elle a directement refusé de prendre les Druchis. Et a pris les démons du chaos, voilà, elle a succombé au chaos. Donc son armée de campagne sera commandée par 2 seigneurs, un prince démon du chaos, avec l'armure 4+, le vol et les dons démoniaques à 75 points, et un héros de corne sur trône avec la haine. Elle aura un trio de héros, elle aura un autre héros de corne sur le trône avec la haine, un héros sur Juggernaut avec la haine, et un héros à pied avec la haine. Elle aura 2 unités de base, mes 30 sanguinaires et mes 20 sanguinaires, chacun avec une bannière magique. Elle aura toutes mes unités spéciales, les 6 écarisseurs et 3 écarisseurs en état-major complet, les 10 chiens de corne en embuscade, et mon duo de canons à crâne en unité rare,
pour son armée de campagne. Voilà, elle a voulu changer totalement de rôle, devenir vraiment une armée bourrine et forte en corps à corps, un peu intéressante en manœuvre, mais bon voilà, elle va toujours être en infériorité numérique. C'est elle pour ce coup qui a la plus petite armée. Ensuite, le joueur Skaven. Le joueur Skaven, ça sera mon collègue Lilian, voilà, qui a décidé de prendre le truc drôle, parce que les Skaven, ils sont obligés d'être dans les terres arides. Voilà, et Karako, il pique pas très loin, et puis même, il y a toujours des petits clans qui traînent dans le coin. Donc, ces deux généraux, ce sera un seigneur de guerre et un prophète gris. Il prendra en héros d'armée un prêtre de la peste sur creuset, un prêtre de la peste à pied, un chef grande bannière, un technomage. Il aura une petite bannière magique en plus dans les héros. En unité de base, il aura les 40 esclaves, les 20 guerriers des clans avec la Ratling, les 35 guerriers des clans avec le mortier, les 2 x 20 verrines de choc avec un lance-feu. En unité spéciale, il aura 2 Raog avec un chef, 3 Raog avec un chef, 2 x 20 moines de la peste avec état-major complet. Et en unité rare, l'abomination de Matfos, la roue infernale et la catapulte de la peste. Voilà, monstrueux. Pour ce qui est des... Alors, très certainement des hommes bêtes, voilà. Parce que c'est Henri qui veut les prendre. Henri aime beaucoup les impériaux, mais il veut tenter les hommes bêtes parce que voilà, il a apprécié la partie que j'avais fait entre impériaux et bretoniens avec Julien. Et il avait voulu essayer. Il va les tester certainement, il y aura peut-être un changement avant la première phase de jeu. Mais pour l'instant, très lancé sur les hommes bêtes. Donc ça sera un seigneur des bêtes qui commandera une des armées et un grand chaman qui commandera une autre armée. En héros, il prendra un duo de chaman niveau 2, un chef homme bête avec 2 armes, et il prendra après les armes et les bonus de sa grande bannière en plus. En unité de base, il prendra 5 chiens du chaos, 2 x 10 pillards gore, il prendra 2 x 29 gore avec un régiment en bouclier, un régiment en 2 armes, et ma horde de 38 gore avec 2 armes. Il prendra un unité spéciale 5 Sancti gore, il prendra un char à Razor gore et 6 Minotaurs état-major complet et armes lourdes, et en unité rare un 6 gore. Voilà pour l'armée homme bête. Bon, voilà, c'est culotté ou couillu, je sais pas, de vouloir tenter les hommes bêtes. Mais bon, c'est thématique aussi, c'est sympa. Pour ce qui est des rois des tombes, ça sera Thomas. Voilà, alors désolé pour Julien, ça sera ton armée qui sera commandée par un général vampirique, je sais peut-être pas ça, mais c'est pas grave. Donc les rois des tombes seront commandés par Thomas, avec un roi des tombes en premier général et un grand prêtre en deuxième général. Un duo de héros avec un prince des tombes, un nécrotecte et un prêtre niveau 2. En unité de base, il prendra une légion de 37 guerriers squelettes, une autre légion de 34 guerriers squelettes, 6 chars et 12 archers. En unité spéciale, il prendra 2 x 3 chevaliers de nécropole et un sphinx de guerre avec un souffle. Et en unité rare, un nécrosphinx et une arche des âmes damnées, bien sûr, pour être un peu bourrin. Ensuite, Pierre commandera les nains. Il revient à sa première armée, celle qu'il a testée. En nain, il prendra un seigneur sur bouclier en grand roi de Barakvar et un seigneur sur pierre de serment pour la deuxième armée. Voilà, donc 2 bourrins au corps à corps pour le début. C'est pas mal. En héros, il prendra 2 forgerines différents, un maître ingénieur boosté et une bannière magique. Voilà, donc toujours intéressant. En unité de base, 20 guerriers nains avec soit les armes lourdes, soit les boucliers, il prend les 2 améliorations. 20 longues barbes avec soit les armes lourdes, soit les boucliers, il prend les 2 améliorations. Et 10 arquebusiers. En unité spéciale, il prend un canon avec enflammé, 28 marteliers et 20 brise-fer tenaces. Et en unité rare, un canon orgue, 10 drakes de feu avec le musicien et un gyro bombardier. Voilà, petite surprise. Et enfin, pour terminer, dans la finesse et mon plaisir, je prends mon armée, orc et gobelins, vraiment tournée sur une base orc sauvage, parce que c'est les terres arides, il faut être roleplay. Donc j'aurai 2 seigneurs orcs sauvages pour chacune de mes armées, mon gros seigneur avec plus 3 attaques et ténacité, et un autre seigneur avec 2 qui coupent et la potion de force, voilà, pour être un petit peu la surprise. J'ai pris en héros un chaman orc sauvage niveau 2, la tête réduite, un autre chaman niveau 2 avec le parchemin de dissipation. J'ai pris le chef gobelin sur loup avec le plus en force et l'armure 4+, avec l'arc court, parce que lui, avec toutes les parties qu'il a faites et qu'il a permis de gagner, j'en suis tombé amoureux. J'ai pris un petit chaman gobelin du niveau 1 aussi.
En unité de base, j'ai pris ma horde de 38 orques sauvages costos avec 2 qui coupent et un gros qui troue. J'ai pris 30 guerriers orques avec lance et bouclier. J'ai pris 20 guerriers orques avec bouclier. J'ai pris 20 gobelins de la nuit avec un musicien et un fanatique. Et 9 gobelins sur loup avec un arc et le bouclier pour une armure de 4+. J'ai pris en unité spéciale 10 orques sauvages sur sanglier avec les lances et le bouclier. 5 orques sur sanglier avec lance et bouclier. 2 chars orques. Et pour terminer, mon Narak Narok. Aucune arme de siège, quasiment pas de tir. La finesse. Tout simplement. Donc voilà, c'est toutes les armées, c'est la future campagne pour, allez, je vais pas vous mentir, au moins jusqu'aux vacances de février. Ça, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, nous, on est chaud. Il y a encore 2-3 petites choses à mettre en place pour être bien posé en termes de règles. Mais ça sera fait avant la fin du mois. Et on aura peut-être même fait d'ailleurs le printemps avant la fin du mois. Donc écoutez, portez-vous bien, merci pour les plus de 400 abonnés, ça fait super plaisir. Et écoutez, on se retrouve bientôt pour le nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur de 2018, qui sera certainement fait dans la semaine du 8, là, avant que tous les étudiants soient repartis. Et que, faut déjà que tout le monde rentre de vacances. J'ai peut-être un nouveau joueur qui va arriver, donc on verra ce qui va arriver. Portez-vous bien, on se voit à la prochaine et longue vie à Battle, au vrai Battle. Allez, à plus.